plus marginalement les besoins pour l'industrie. Et la question qui nous est posée, c'est que cette quantité d'eau ne va pas aller en grandissant, et de l'eau disponible. Et donc, nous avons un sujet de partage. Nous devons poser les conditions d'une démocratie de l'eau, d'une démocratie pour faire des choix sur nos communs, sur notre responsabilité partagée quant à cet usage de l'eau. Et quand on voit qu'on peut, pour maintenir un modèle agricole à bout de souffle, maintenir des prélèvements, imaginer d'autres formes de retenue d'eau qui vont poser des difficultés. On abordait tout à l'heure la question des bassines, qui sont des prélèvements d'eau qui posent d'énormes problèmes parce qu'ils se font aussi au moment où les nappes peuvent se reconstituer et cette eau n'est plus disponible pour le grand cycle de l'eau. Elle n'est plus disponible non plus, on la rend disponible pour le petit cycle de l'eau, mais au détriment d'autres activités et du maintien de cette quantité d'eau nécessaire pour la vie et pour nos activités humaines. Dernier point peut-être à évoquer quand on parle de l'eau, c'est aussi la question de nos rivières, la question de nos paysages, la question de notre biodiversité. Autour de l'eau se pose aussi ce sujet-là, se pose la question de la vie dans l'eau, des continuités écologiques avec là aussi des enjeux extrêmement importants. On a aujourd'hui, on dénombre dans la Loire quasiment plus de saumon qui fut une époque pouvait remonter la Loire, le cours d'eau de la Loire, et qui aujourd'hui ont presque tous disparu en raison des problèmes de continuité écologique, en raison des problématiques de pollution dans l'eau. Donc on a une dégradation de la biodiversité dans et autour de l'eau et dans tous les paysages aussi qui font, je crois aussi, la structuration de nos vies. Donc plein de sujets autour de l'eau qui sont posés. Alors la région, ce n'est pas la collectivité directement responsable de la question de l'eau, elle est un acteur parmi d'autres, mais c'est l'État qui a d'abord cette responsabilité, notamment au travers des agences de l'eau. Notre région est concernée par 2 agences de l'eau. Évidemment, les régions y siègent, y participent, mais elles ne sont pas l'acteur central de la question de l'eau. Et pour autant, elles peuvent se saisir volontairement de ce sujet au titre de leur responsabilité en matière d'environnement, en matière de biodiversité. Elles ont une participation dans l'élaboration du SDAGE et des SAGE, qui sont une déclinaison plus locale de ces schémas d'amélioration de la qualité de l'eau et de la gestion de l'eau, de l'aménagement et de la gestion de l'eau. Elles ont aussi, notre région l'a fait, mis en place des contrats de rivière pour soutenir des ressources humaines, pour travailler sur l'amélioration de nos rivières, pour programmer des travaux de restauration des cours d'eau. Et nous avons dans notre région 62 contrats de rivière, ce qui est quand même un vrai choix politique que de s'engager sur cette question. Nous avons aussi des responsabilités pour financer des actions autour de l'eau. Je pense autour de l'agriculture biologique, par exemple, et notamment autour des zones de captage de l'eau. Donc, nous pouvons agir par cet intermédiaire de notre responsabilité partielle là aussi, mais réelle en matière d'économie et d'agriculture. Nous avons aussi une responsabilité sur l'éducation à l'environnement, qui est aussi une façon de travailler sur l'eau. Et nous avons mis en place, par exemple, ce qu'on appelle la semaine des rivières, qui permet de présenter les politiques, de sensibiliser les habitants, de travailler avec les professionnels, bref, de mettre cette question sur le devant de la scène parce qu'elle ne l'est pas toujours. Quand on voit qu'on a pu modifier un peu en cachette la cartographie des cours d'eau existants, et je parle des tout petits ruisseaux, et qu'on a pu faire disparaître des cartes pour ne plus avoir à s'interroger sur l'existence même de ces sources d'eau, on voit bien qu'il y a des enjeux démocratiques autour de tout ça. Voilà ce que j'avais un peu envie de dire en introduction. Je ne rentre pas dans ce que seraient nos propositions. J'ai plus envie que la soirée nourrisse les réflexions. J'ai échangé avec Estelle jusqu'avant qui pourra nourrir les débats de ce soir autour de nos réflexions. Évidemment, je voudrais juste en évoquer une quand même pour conclure mon propos. Vous dire que je crois beaucoup à l'idée d'une démocratie revivifiée et une démocratie autour des sujets de notre vie. Ça vaut pour l'alimentation quand on met en place des projets alimentaires de territoire où on essaye de créer des gouvernances locales de l'alimentation. Ça vaut pour l'énergie où on pourrait avoir demain aussi des systèmes énergétiques de territoire dans lesquels les citoyens ont la main, les élus ont la main, les acteurs associatifs, économiques des territoires ont la main pour pouvoir débattre, discuter, faire des choix, c'est essentiel. Mais je crois que sur l'eau, nous pouvons aussi aller dans ce sens-là. Et je voudrais vous parler d'une belle expérience qui est en cours sur la Loire, avec l'idée de la création d'un parlement
de Loire, avec l'idée de travailler sur une identité juridique pour la Loire, pour qu'elle puisse se défendre de toutes les agressions dont elle est aujourd'hui victime, et que pour la représenter, il puisse y avoir des experts, des écologues, des pêcheurs professionnels, des bateliers, des citoyens qui soient l'expression de la nature, et en l'occurrence de la Loire, pour pouvoir la représenter en toute situation et la défendre. La démocratie, elle peut aussi se jouer là. C'est bien commun, c'est nos vies qui sont derrière, qui sont en jeu, et nous avons la responsabilité d'en prendre soin. Prendre soin de ces biens communs, c'est prendre soin de nous, et c'est ça qui est essentiel à comprendre. Voilà, donc je ne serai pas plus long, je vous souhaite une soirée extrêmement intéressante, et j'en suis sûr. Je vois les experts qui sont là, je vois toute la matière qui a été préparée. Je suis sûr que les débats vont être extrêmement riches et passionnants, et qui vont nourrir notre réflexion, et j'espère demain, en responsabilité à la région, que collectivement, ce sera un de nos engagements forts que de prendre soin de nos eaux, de nos sols, de nos terres et de nos vies. Merci, merci Charles, merci beaucoup pour ton introduction. Alors, juste pour préciser qu'on est aussi en direct sur Facebook, donc ce qui veut dire qu'il y a des gens aussi qui suivent via le Facebook et qui peut-être vont poser des questions. Donc, Lila, Cécile et moi, on guette tout ça pour pouvoir alimenter le débat. Ce qu'on peut faire avant de passer la main à Marc Lémé, les différents témoignages. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure, mais il n'est plus là à un moment, notre maire, là, l'interview du maire il s'est connecté un moment, mais la repartie. Peut-être déjà vous donner quelques éléments sur l'eau à partir une petite présentation que l'on vous a faite. C'est moi qui la lance ou excusez-nous, on est encore dans les parties techniques. Hop. Je vais la lancer si tu veux. Ouais, je veux bien parce que là, ça me l'a. Ah si, ça me le prend. Mais... Ok, super. Il y a déjà des réactions. J'ai vu Philippe Rabier, tu as déjà mis des propositions. On reprendra tout ça juste, juste après. Ok, merci. Alors voilà, notre titre, c'était l'Eure-et-Loire au fil de l'eau. L'eau coule-t-elle de source? On a beaucoup aimé cette allitération, voilà, pour accompagner le cours de l'eau. Alors, on définit l'eau comme un bien commun, avec là quelques chiffres. Avec 146 litres, c'est la consommation moyenne d'eau potable par habitant et par jour en 2017. Il y a plus de 67% du territoire métropolitain qui est concerné par des mesures de restriction d'eau en 2019. Je pense que Marc, tu nous amèneras aussi des éléments plus globaux de ton côté. Les 32 milliards de mètres cubes d'eau douce prélevés en 2017 correspondent à 23 jours de pluie sur la France métropolitaine. Et le petit schéma juste en dessous que vous voyez, qui est plutôt intéressant, à usage industriel, c'est 8%, agricole, 9%. L'alimentation des canaux, 16%, pour le refroidissement des centrales, 50%, et la production d'eau potable, 17%. Donc, on voit bien que la question d'eau est une question, pose la question du partage de l'eau. Et ensuite, 9%, c'est l'évolution des achats des produits phytopharmaceutiques entre 2015-2017 et 2016-2018. Voilà pour ce premier constat. Voilà, avec le réseau hydrographique en Eure-et-Loire, avec environ 1000 km de cours d'eau. Et d'après l'état des lieux écologiques de 2019, 52 masses d'eau superficielles sur les bassins Loire, Bretagne et Seine-Normandie en Eure-et-Loire sont en état moins que bon, soit plus de 90% au total. Donc voilà, on est dans une situation qui reste, très critique.
et avec tout dernièrement un arrêté qui a été pris par la préfecture définissant justement ces cours d'eau qui n'est pas conforme à ce qu'avait demandé pourtant le tribunal administratif d'Orléans, c'est-à-dire que l'ensemble des cours d'eau qui devraient être déclarés ne le sont pas et du coup ne risquent pas d'être protégés. Voilà pour ce constat. Et on est traversé dans ce département par justement Seine-Normandie et Loire-Bretagne. Un petit état des lieux aussi sur nos captages et l'origine des pollutions. Donc, les principales sources de pollution sont d'origine anthropique, c'est-à-dire à usage domestique, stock de pesticides, assainissement non collectif non conforme, à usage des industries et des transports, SNCF autoroute, et à usage agricole. Une partie des Auréliens n'ont pas encore d'eau potable, 4% pour le paramètre nitrate et 10% pour les pesticides. Pourtant, plus globalement, un risque sanitaire existe en cas de consommation quotidienne quand la pollution de l'eau est juste au-dessous de la limite autorisée. Alors, malgré les actions réalisées ou en cours, peu d'évolutions constatées de la qualité de l'eau brute sur les captages ou des projets d'action de protection sont en cours. 30 captages au total sont prioritaires en Eure-et-Loir, ce qui est très conséquent. Alors, même si on constate une amélioration de la qualité de l'eau au robinet, elle est principalement due à des actions curatives. Nous, on appelle ça ici l'interconnexion des réseaux qui permet de mélanger les eaux et du coup des eaux meilleures avec des eaux moins bonnes et du coup quand même d'avoir une eau dite potable. Et il y a une prétention en cours contre la France, mais ça aussi je pense que Marc tu pourras le porter. Il y a 213 sources françaises qui sont problématiques en termes de pollution de nitrate, dont 39 se trouvent en Eure-et-Loir, donc un cinquième des ressources problématiques. Il y a un travail en cours pour éviter les pollutions agricoles diffuses avec des résultats limités. Il ne faut pas uniquement baisser la quantité des intrants, mais également avoir des nouvelles pratiques, de nouvelles cultures, d'autres types de semences, réorganiser les chaînes de stockage, etc. On a quelques témoignages là-dessus et donc trouver des nouveaux revues, débouchés et, si possible, ne pas perdre des revenus. Voilà pour l'état des lieux et l'origine des pollutions. Et vous pouvez voir l'évolution de la teneur en nitrate des nappes phréatiques. Donc de 1980, voilà, il y a un bond jusqu'en 1985, un bond de 95 en 2001, et toujours en augmentation depuis, même si c'est une augmentation beaucoup plus légère, hein, justement, de ces nitrates. Enfin, c'est quand même assez impressionnant, le développement. Hein, je ne sais pas si vous le voyez, les cartes, c'est toujours assez parlant. Alors, nous parlions de la quantité des conflits d'usage. Donc, près de 75% des prélèvements se font en souterrain. En 2018, 150 millions de mètres cubes d'eau ont été prélevés pour l'arrosage par pulvérisation. La consommation des ménages s'élevait à 20 millions de mètres cubes. Les agriculteurs se tournent vers des semences plus productives, mais plus gourmandes en eau. Le niveau de la nappe de Beauce, qui avait été maximal en 1986, a été minimal en 1994. Depuis, il y a une régulation par l'organisme unique, principalement constitué d'agriculteurs qui gèrent la nappe de Beauce. Les conflits d'usage sont rares, mais existent. En 2019, à Chartres, la situation était critique jusqu'à la fin de l'année. En fait, l'état d'alerte a été levé seulement, je crois, à Noël. Sur la quantité de l'eau. On était proche de devoir distribuer de l'eau par camion, entre autres à Francourville. Alors, c'est difficile aussi d'avoir un forage de qualité de quantité suffisante. Seulement 50% des forages fournissent une eau de qualité et en quantité suffisante. Il ne suffit pas seulement d'avoir la qualité, mais il faut aussi un débit minimum pour avoir un captage qui puisse alimenter. Voilà pour les quantités et conflits d'usage.
Et puis, l'état des réseaux et le prix de l'eau. Les réseaux de distribution ont environ 66 ans contre 50 ans au niveau national, avec un taux de renouvellement de 0,4 par an, alors que pour espérer un renouvellement sur 70 ans, il faudrait tabler sur 1 à 2% par an. Donc, ce réseau est vieillissant, il faut l'entretenir et selon les estimations, il faudrait aujourd'hui en urgence en changer 25%, c'est-à-dire 7800 km existants à raison de 120 € par mètre linéaire. Donc, approximativement 234 millions d'euros nécessaires uniquement pour les travaux qui seraient d'urgence. Donc, il y a 2 points qui freinent pour le renouvellement. Le prix de l'eau pouvant être bas parfois comparé au coût, l'absence d'études sur l'état des réseaux et une planification des travaux. Voilà, ça existe peu, cet état des lieux. Les communes oublient parfois d'intégrer dans les contrats d'affermage l'obligation de l'entretien des réseaux de distribution. Et puis, le prix moyen de l'eau du robinet en France est d'environ 0,3 centimes d'euros le litre. 3 € le mètre cube, 3,98 € le mètre cube, assainissement compris. À Dreux, le prix de l'eau est à 5 € en 2019. À Chartres, 5 € en 2021. Il y a une grande disparité entre les communes et le coût intègre l'assainissement collectif qui est de plus en plus coûteux. Construction des réseaux, traitement des boues, usines de dénitrification, et j'en passe. Donc, on est plutôt dans des coûts forcément qui, pour englober tout ce qu'il va falloir à faire, des coûts qui ne peuvent aujourd'hui qu'augmenter. Voilà, c'est une présentation rapide pour voilà, couvrir à peu près de la production de l'eau jusqu'au robinet, voir à peu près ce qu'il en était. Merci beaucoup. Alors peut-être Marc, première, voilà, alors on te laisse te présenter, on ne t'entend pas là. Ah, pardon. Vas-y, ça y est, c'est bon. Oui, quelques observations liminaires. Bon, je me présente. Je m'appelle Marc Aimé. Depuis une vingtaine d'années, j'exerce des activités de conseil auprès des collectivités locales dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Donc, en gros, je les aide quand c'est possible à remplacer Veolia Suez par des régies publiques. Donc, c'est l'essentiel de mes activités. Et j'ai aussi des activités militantes, entre guillemets, je fais la formation, etc., etc. Donc, je passe tout mon temps là-dedans. Alors, quelques observations préalables par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Et j'espère que je ne serai pas mal compris. Il y a quelque chose en termes de retour d'expérience qui me soucie de plus en plus. Il faut savoir qu'en France, vous avez différents corps de métier qui représentent des centaines de milliers de personnes dans le champ public, dans le champ privé, dans les services de l'État, etc., qui sont les seigneurs de l'eau, d'une certaine manière. C'est leur profession, ils en ont fait leur métier. Et le problème, c'est qu'ils ont élaboré au fil du temps, et ça remonte, alors là, pour monter jusqu'au Moyen-Âge, je vous fais l'économie de ça, ils ont élaboré et ils modifient en permanence un corpus doctrinal, technique, managérial, juridique, financier, etc., qu'au fil du temps, j'ai appris à mesurer la force. Et le problème, les démarches du type de celles qui ont été présentées tout à l'heure, par exemple pour la future région. Malheureusement, expérience faite, je me rends compte que, en fait, le discours et les pratiques dominantes ne sont impactés, mais vraiment qu'à la marge, par toutes les initiatives extrêmement louables qui sont prises par les Verts, par les Insoumis, par des collectivités locales, par des collectifs, etc. etc. Au fil du temps, je suis en relation avec des centaines de collectifs en France ou d'associations. Et il y a finalement très très peu de modifications structurelles du système en place, dont on est un certain nombre à avoir fait l'analyse des échecs dans tous les domaines. Et ça m'a amené à m'interroger de plus en plus, peut-être sur l'idée, et en écho avec ce qui était évoqué tout à l'heure en matière par exemple d'éducation populaire, etc., que faudrait-il faire pour avoir un impact réel sur l'organisation officielle, les agences de l'eau, les comités de bassin, la formation au métier de l'eau dans une dizaine d'institutions universitaires en France.
tout ça fonctionne en cercle fermé, avec toujours les mêmes spécialistes, les mêmes autorités, des arguments d'autorité, de référence. Ça fonctionne en boucle, mais comme un peu dans tous les secteurs d'activité, comme dans tous les secteurs professionnels. Et malheureusement, jusqu'à présent, les initiatives émanant de la société civile n'ont aucun impact sur tout ça. Et donc, ça m'a conduit à m'interroger sur l'opportunité de réfléchir pour disons, les dynamiques issues de la société civile qui vont notamment au travers de certaines conquêtes territoriales, les dernières villes municipales, j'espère les régionales, voire par exemple les Verts ou les Insoumis, ou enfin peu importe, des gens qui ne veulent pas que ça continue comme ça, arriver aux affaires, il faut vraiment réfléchir à se donner les moyens, d'une part, de former massivement la société civile. Ce n'est pas fait aujourd'hui. Et on a affaire à un monde réellement complexe en termes techniques, juridiques, financiers. Je vous dis, ça fait 20 ans que je fais du conseil, j'en apprends encore tous les jours. Mais j'ai découvert un véritable monde, un véritable univers qui a ses règles, ses lois, ses codes, et qu'on ne peut pas transgresser comme ça très facilement. Donc, l'interrogation que j'ai vraiment aujourd'hui, c'est comment, pour les majorités alternatives, je partage totalement tout ce qui a été dit tout à l'heure sur votre programme pour la région, etc. Évidemment, le problème, c'est que vous allez être confronté à un univers sur lequel vous n'avez aucune prise, et il ne suffit pas de lancer des initiatives tout à fait souhaitables, etc., mais qui n'auront qu'un impact absolument marginal sur le fonctionnement du système en place. Et il y a là une question, à mon sens, démocratique majeure, et il faut vraiment se poser la question de comment se former massivement, comment investir toutes les institutions possibles, ça c'est une urgence absolue, quand on connaît par exemple le fonctionnement, ça a été évoqué tout à l'heure, du comité de bassin, des agences de l'eau, ce sont des bastions. La société civile y est représentée, la portion congrue n'a aucun impact sur les décisions. J'ai longuement travaillé sur ces questions-là, notamment avec quelqu'un comme Bernard Rousseau, ancien président de France Nature Environnement, qui a siégé à Loire-Bretagne pendant très longtemps. On a passé des heures et des heures et des heures à discuter de tout ça. Et quand vous regardez le fonctionnement au quotidien de ces instances, qui ont un rôle majeur, vous vous rendez compte que déjà en termes de représentation, la société civile n'existe pas. Et ensuite, dans les processus décisionnels, c'est le monde de l'eau comme un monde à part, les professionnels que j'évoquais tout à l'heure, soutenus par l'État, par toutes ces représentations, etc., qui décident de tout sans en référer à personne. Et on a là un problème, une question démocratique de fond. Et je me pose de plus en plus la question, mais je n'ai pas la réponse, mais je vous la livre. Comment faire pour que des initiatives comme celles que vous portez puissent peut-être trouver, inventer des nouvelles alliances avec des représentants de ce monde-là, qui ne sont pas tous des affreux, hein, mais ils sont pris dans un système, dans une mécanique, et ça commence d'ailleurs au stade de la formation au métier de l'eau. Donc on a plusieurs centaines de milliers de professionnels de l'eau en France qui sont formés dans un cadre qui n'est pas du tout un cadre cohérent, un cadre durable, un cadre qui répondrait à nos aspirations. Donc, il faut, à partir de leur formation, à partir de la formation massive, je dirais, du grand public, à partir de l'investissement de ce genre d'instance, il faut imaginer à la fois des techniques, des modalités, je dirais, d'entrisme, mais travailler aussi, et c'est énormément de travail, je ne vous annonce pas des bonnes nouvelles, travailler à l'élaboration d'un corpus alternatif, mais qui ne soit pas un corpus alternatif un peu rigolo, je le dis méchamment. Voyez comment, depuis l'accession aux affaires des Verts à Bordeaux, à Grenoble, à Lyon, à Strasbourg, etc., on vous traîne littéralement dans la boue à chaque fois. C'est des amateurs, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, patati patata. Bon, évidemment, c'est totalement outrancier. Mais il y a un véritable problème. Comment se constituer en acteur public et se former de manière à pouvoir être à la hauteur des débats avec des interlocuteurs du monde de l'eau traditionnel, si j'ose dire, et quel type d'alliance inventer,
y compris avec des représentants de ce monde-là, qu'il faut confronter en permanence. Alors, je ne vous annonce pas des bonnes nouvelles, c'est un énorme boulot, mais si ce type de dynamique ne se développe pas, je crains fort qu'on se retrouve dans la situation, alors que la situation ne va pas s'arranger du tout, où on aura d'un côté le monde de l'eau ancien, avec tout ce que ça peut supposer d'erreurs, de ratés, enfin, je ne vais pas vous en faire le catalogue, on le connaît tous, et avec deux mondes parallèles, et avec des gentils écolos à côté, qui essaieront de faire des choses et tout, mais qui se heurteront au mur de la réalité. Alors, je n'ai pas la réponse à ça, mais il me semble que c'est une des questions qu'on doit se poser sérieusement et essayer de réfléchir à comment se donner les moyens, en gros, de sortir de la marginalité. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Marc. Donc, tu nous as fait, tu nous as ouvert un monde très, très large. Peut-être une question là pour la gestion qui est posée par Philippe Rabier pour la gestion de l'eau potable et l'assainissement. Si tu veux reposer ta question, Philippe. Oui, bonsoir à tout le monde. Ma question, c'était par rapport au rapprochement qu'on entend entre Veolia et Suez, hein. Moi qui ai un peu travaillé le sujet sur l'Orléanais, vu qu'il va y avoir une renégociation le 1er janvier 2024, il y a un monopole qui est en train de s'instaurer entre les grands groupes. Il me semble que ça doit être l'argument phare aujourd'hui pour aller vers une gestion publique. Mais je mets tout de suite enfin, je ne suis pas non plus, comment dirais-je, la fonction, enfin, la gestion publique n'est pas non plus l'alpha et l'oméga pour obtenir une bonne gestion de l'eau. Et je crois que ce qui vient d'être dit par Marc Lem, c'est qu'effectivement, dans tout cas de figure, il faut que les citoyens aient leur mot à dire. Et quel que soit le mode de gestion, il faut trouver un mode de gestion avec les citoyens au cœur des décisions. Voilà. Mais en tout cas, par rapport à ces monopoles qui sont en train de se faire au niveau national et international, je crois que là, il me semble, en tout cas, je ne sais pas si cet argument aujourd'hui porte, mais il me semble que c'est quand même un sujet d'actualité. Peut-être quelques éléments de réponse, si je peux. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, alors, je suis évidemment de très près ce feuilleton. J'ai alimenté tout un feuilleton sur mon blog du Clos. Très concrètement, ça va se dénouer probablement avant l'été. C'était beaucoup de bruit pour rien. Frérot a raté son Blitzkrieg, son EPA. En fait, ça va se régler par des échanges d'actifs entre les deux groupes, qui vont surtout permettre à Veolia de s'approprier un certain nombre de contrats de Suez à l'étranger. En France, ça ne va pas changer grand-chose. Nous sommes déjà dans une situation de monopole organisé depuis très longtemps. Là, ce qui vient de se passer, ils se sont en vrai tiré une balle dans le pied. Ça joue en faveur de la gestion publique. Parce qu'au niveau, par exemple, des élus, ils ont été légitimement inquiets de voir des entreprises qui multiplient depuis des années des proclamations d'intention, qu'elles sont citoyennes, qu'elles sont vertes, qu'elles sont... Tout ça, c'est du baratin. Vous savez, la fameuse responsabilité sociale des entreprises devenue le mantra de ce genre d'organisme. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter plus que ça de la suite. En revanche, pour ce qui concerne la gestion du petit cycle de l'eau et l'assainissement, il y a d'autres choses dont il faudrait beaucoup plus se préoccuper. Je vous donne deux exemples. Il existe à Strasbourg un centre de formation des élites de la fonction publique territoriale, qui s'appelle l'INET, l'Institut national des études territoriales. C'est l'ENA de la haute fonction publique. Bon. C'est cet organisme qui forme des promotions de directeur général des services, DGS, de directeur général adjoint, de DST. Bon, l'élite de la fonction publique territoriale. Avec qui cet organisme public a-t-il conclu un partenariat depuis 15 ans? Avec l'Institut de la gestion déléguée, le think tank français financé par toutes les multinationales qui prêchent les vertus de la gestion privée versus la gestion publique. Eh bien,
tous les 3 ans, nous avons une promotion des futurs directeurs des services de toutes les collectivités locales qui ont été biberonnés au baratin de l'Institut de la gestion déléguée et qui arrivent dans vos collectivités sans que vous le sachiez. Et comme c'est leurs profs qui leur ont dit, ils sont intimement convaincus que le privé, c'est mieux que le public. Ça, c'est quelque chose qui me semble un scandale absolument invraisemblable. Tous les partis de gauche qui vont se présenter à la présidentielle devraient mettre ça dans leur programme. Arrêtez avec ça. Idem à Bercy, il existe depuis 20 ans une cellule d'appui au partenariat public-privé. Nous avons des fonctionnaires à Bercy qui, du matin au soir, travaillent à favoriser les partenariats publics-privés. Et alors, ce que j'ai évoqué hier, et je vais y revenir, pas ici, mais ailleurs encore, c'est ce que j'ai appris sur le terrain en matière de choix du mode de gestion. Donc, on a la loi Sapin de février 93 du nom du ministre éponyme, qui est considérée avec un consensus invraisemblable comme la 7e merveille du monde. Mais la loi Sapin n'a jamais prévu de procéder à une analyse comparative objective du mode de gestion public et du mode de gestion privé. La loi Sapin a été inventée simplement pour organiser la concurrence entre les entreprises privées. Et donc, comme son nom l'indique, une collectivité qui pourrait tout à fait en faire l'économie, qui est en fin de contrat de délégation de services publics. Eh bien, il y a un consensus général. Tout le monde pense qu'il faut relancer une procédure loi Sapin. À partir de là, c'est foutu. Dès qu'une collectivité relance la procédure loi Sapin, l'opérateur privé en place sera reconduit à 95% des cas. Et là, on retrouve l'action. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point condamnable des bureaux d'études spécialisés dans le secteur. Donc, la collectivité qui lance une procédure loi Sapin, plus ou moins de bonne foi, sans savoir, etc., va lancer un marché public pour aller chercher ce qu'on appelle un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, plusieurs bureaux d'études spécialisés dans le technique, dans le juridique, dans le financier. Et ça, ce sont des activités, ce sont des véritables bandits. J'ai consulté, j'ai participé à un certain nombre d'opérations, etc. Les rapports qui sont rendus par ces assistants à maître d'ouvrage, sur lesquels les élus vont être appelés à prendre une décision sur le choix du mode de gestion. C'est absolument invraisemblable. Les arguments avancés sont fallacieux, voire totalement mensongers. Les chiffres présentés à l'appui du fait que le privé sera toujours moins cher que le public, ce qui est déjà une aberration, ils sont tous faux. Et je peux vous en présenter, mais j'en ai des centaines des dossiers comme ça. Ça n'émeut personne. Et au-delà de l'eau et de l'assainissement, je considère que c'est une forme de corruption structurelle. Pour l'anecdote, je suis autorisé à dire ça parce que j'avais été poursuivi par Suez en 2005 et au tribunal, l'avocat de la partie adverse de Suez avait dit « non mais il a écrit ça ». Mais c'est une formule littéraire. Donc, je suis seul à détenir une forme de licence, à les accuser de corruption structurelle. Je leur ai fait le coup 50 fois, ça les rend dingues, littéralement. Et c'est dans le jugement, je rigole avec ça, bref, mais beaucoup moins marrant, le fait que, au-delà de l'eau et de l'assainissement, ce fameux modèle de délégation de services publics à la française a envahi toutes ce qu'on appelle les multi-utilities, toutes les compétences qu'une collectivité peut exercer en direct, en public, où ça représente chaque année 100 milliards d'euros de marché public en France. C'est un système corruptif absolument invraisemblable et ça préoccupe personne. Il n'y a aucun parti politique qui remet en cause l'existence de la loi Sapin, les collectivités locales se lancent là-dedans, etc. Ça, c'est un des points, si vous voulez, pour simplement le petit cycle qui montre la nature, l'ampleur et la difficulté des chantiers qui sont devant nous. Si on veut rétablir, par hypothèse qu'on considère que la gestion privée peut parfois s'appliquer, si on veut assainir le marigot, si j'ose dire, il faut remettre tout ça à plat. Il faut en finir avec ce type de procédure. Et type de procédure qui a duré aussi longtemps, parce que tous les porteurs d'intérêt, tous les gens qui ont intérêt à ce que ça continue, ça va de l'enseignement dans les écoles de formation au métier de l'eau, la formation à Strasbourg des futurs dirigeants des collectivités locales, les cabinets d'avocats, des juristes, des médias, des associations d'élus, tout le monde communie dans ce système-là parce que ça les arrange.
Et ça, si ce n'est pas impérativement remis en cause, on ne retrouvera pas une situation où les marchés publics, disons, sont gérés correctement. Voilà, c'est ce que je voulais en réponse ajouter à l'intervention tout à l'heure. Je ne t'entends pas, Estelle. Oui, je n'avais pas mis mon micro. Alors, Françoise, pourtant, il me semble que plusieurs collectivités reprennent dans cette période la gestion directe de l'eau et de l'assainissement. Hein, Françoise? Vous voulez rajouter? Oui, tout à fait. Bon, bah, j'ai en exemple le Chinonais, hein, qui a repris une gestion directe de l'eau qui jusque-là était confiée à Veolia. Voilà, donc alors qu'on est dans un territoire qui est plutôt géré, on va dire, par des partis de droite. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une pression citoyenne, hein, qui s'exerce. Et je voudrais rapporter le contenu d'une réunion qu'on a eue notamment avec Charles il y a quelque temps à propos d'une coopérative régionale de moyens, on va dire, qui aurait pour enjeu de doter les territoires de moyens démocratiques, on va dire. Et à cette occasion-là, de ce projet de création de coopérative, je pensais tout à fait que c'était une circonstance qui permettrait d'organiser du débat public. Et le premier débat public que je voyais à organiser sur l'ensemble du territoire régional, c'était cette question de l'eau. Pourquoi? Parce que en tant que citoyen, on est de visu confronté au problème de l'eau. La Vienne descend, les quantités d'eau dans la Vienne descendent, les quantités dans la Loire descendent. Donc très très concrètement, on voit les problèmes que ça suscite. On a des centrales nucléaires dans le territoire. On sait qu'on voit les agriculteurs pomper. On a des taux de nitrate très très importants. Moi, je crois que, pour faire suite à ce que disait Marc Lémé, je pense qu'on est dans une très, très bonne période. Les citoyens sont en alerte, on va dire, et je pense que c'est une très, très bonne période pour se trouver les moyens d'organiser un débat public généralisé dans la région centre, si jamais effectivement on en arrivait à pouvoir en avoir les responsabilités, et un débat organisé qui permette à la fois de faire des diagnostics de territoire à partir aussi de ce que les citoyens observent et ont comme information, et en même temps d'élaborer des solutions. J'ai la chance, donc j'ai dit tout à l'heure que j'étais élue, et j'ai la chance d'avoir des techniciens au niveau de la communauté de communes qui, à partir de l'intérêt que j'ai manifesté sur ces problèmes de l'eau, parce qu'on est en dépassement régulier de nitrate, j'ai eu la chance qu'ils me prennent par le bras et ils me forment à l'heure actuelle, ces techniciens. C'est-à-dire que de visu, je vois les bassins de captage, je vois tous les ouvrages, je connais les plans qui sont les plans projetés sur les années à venir, qui permettent effectivement de trouver des solutions à une médiocre potabilité. Bon, bref. Voilà, moi je crois que d'une part, en tant qu'élu, on peut solliciter les services techniques qui travaillent sur ces questions de l'eau, et ils sont très très demandeurs en fait, hein, que les élus se penchent dans les dossiers et les travaillent avec eux. Ils sont très très demandeurs. J'étais encore en réunion avec l'un d'eux cet après-midi. Voilà. Et d'autre part, je pense qu'on est si jamais on arrivait aux responsabilités, je pense qu'on a tout à fait les moyens de mobiliser une population sur ces questions-là. Je sens que la population est prête par rapport à ça. Merci. Si je peux me permettre, en écho à ce que je disais tout à l'heure, au-delà d'organiser du débat public, vous évoquez une structure coopérative. Cette structure coopérative, à terme, pourrait aussi se substituer à tous les chacals que j'évoquais tout à l'heure et apporter aux collectivités locales qui en ont besoin une expertise technique publique qui a été liquidée depuis 30 ans. Ça, j'ai suivi tout ce dossier-là.
il existait auparavant des services spécialisés dans l'eau, dans l'assainissement, les DDE, les DDA, les SATES, etc., les labos publics, tout ça a été balayé. Et aujourd'hui, au niveau des collectivités dont vous pouvez, si vous pouvez arriver à les diriger, il faut impérativement reposer la question de l'expertise technique qu'une structure de type coopérative, par exemple, pourrait apporter, parce que votre cas, c'est un peu le cas idéal, mais ce n'est pas comme ça partout, pourrait apporter aux collectivités qui en ont besoin. Et ça, c'est une nécessité absolue, parce que du coup, vous reprenez la main, c'est vous qui avez l'initiative, vous capitalisez l'information, et je n'insisterai jamais assez sur l'importance dans ce débat-là de l'accès à l'information et de la capitalisation de l'information. Vous ne pouvez impulser des politiques publiques, et vous venez d'en témoigner, qu'à condition que vous ayez les données afférentes à l'exploitation des services. Mais ça vaut aussi pour le grand cycle. Et c'est un enjeu majeur, parce que Veolia, Suez et compagnie, pardon, dans leur redéploiement aujourd'hui, il y a aussi un enjeu majeur pour eux, c'est la captation des données publiques. Ils ont déjà beaucoup avancé, et ça, il y a très peu de gens qui mesurent l'importance que ça peut avoir, à l'ère de la numérisation, d'Internet, etc. C'est devenu un enjeu majeur pour l'avenir. Ceux qui contrôleront les données de l'eau, les données de l'exploitation des services, les données de l'eau dans la nature, ce sont eux qui seront en position de décider demain. Et je voulais attirer votre attention sur ces éléments-là. Mobiliser l'opinion publique, c'est très bien, mais pour moi, c'est encore plus important de se donner concrètement les moyens de construire de nouveaux outils d'intervention avec lesquels vous pourrez faire vivre réellement vos politiques publiques. Alors, je porterai tout à l'heure le témoignage du comité, mais sûrement avec Magali, j'ai vu Magali Sautreuil que tu étais présente, du comité des usagers de l'eau, de l'agglomération de Montargis et Rive, ça y est, j'ai perdu quelque chose, enfin voilà, de l'agglomération de Montargis. Et peut-être avant, alors qui nous fait le plaisir d'être là, Alain Roulet, qui est maire de Moriez, dont j'allais passer l'interview, puisqu'on s'est vu la semaine dernière. Et donc, on s'est vu, Alain, si tu es là, on s'est vu avec ton premier adjoint. Alors, donc, maire de Moriez. Et alors, Moriez, pour situer Moriez, c'est dans le Bonne-Valais, en pleine Beauce, hein, avec là des problématiques, un des secteurs les plus problématiques sur notre département. Alors, il est peut-être là sans être là. Donc, ou alors on peut passer on peut peut-être passer son interview. Enfin, voilà, je crois que c'est intéressant d'avoir justement ce qui est porté par… Charles. Oui, non, Pardon. non, juste merci Philippe d'avoir. Non, je voulais juste réagir, puis je vais devoir vous quitter, mais je voulais réagir à ce qui était dit. Moi, je suis pleinement d'accord sur la question des alliances à construire, des alliances citoyennes, acteurs, experts, élus à tous les endroits. Et je suis d'accord avec l'idée de la montée en appropriation des sujets et de la maîtrise des données. Tout ça sont des enjeux extrêmement importants. Je crois par contre qu'il y a aussi des marches qu'il nous faut absolument franchir. Et quand on parle de débat public, il ne s'agit pas simplement d'une discussion éclairée comme nous pourrions faire à n'importe quel moment, mais il s'agit bien d'organiser des processus de délibération extrêmement poussés. Je pense par exemple qu'une convention citoyenne portée sur l'eau permettrait sans doute de l'appropriation du sujet et de le mettre sur le devant de la scène. Je pense que des outils de formation d'éducation populaire développés par une collectivité permettraient d'avancer sur cette question. Je crois qu'on peut, si je reprends un exemple dans notre région qui s'est tenu en 2011 sur le ferroviaire,
quand on a fait le fameux grand cadencement et la réorganisation de toutes les horaires de train, se sont constitués des collectifs citoyens un peu partout. Et on a manqué le coche parce que ces collectifs citoyens, au début, défendaient mon arrêt, ma gare, mais progressivement sont devenus des gens qui devenaient des experts du train parce qu'ils se sont mis à fouiller, à essayer de comprendre comment ça marchait. Et que si on avait à cette époque-là organisé des états généraux du ferroviaire avec eux, on aurait sans doute créé un rapport de force tout à fait autre, parce que je crois que c'est aussi une affaire de rapport de force. Alors, le rapport de force, ce n'est pas forcément le nombre, c'est d'être au bon endroit. C'est ce qu'on fait en siégeant à l'intérieur de l'agence de l'eau, c'est ce qu'on fait en étant lié à tous les acteurs associatifs qui sont mobilisés avec la société civile. Voilà, mais je crois que si, en responsabilité dans une région, on peut donner de la puissance à tout ça, il est évident que le rapport de force s'inversera, bougera et sera bien différent de celui qui est en place aujourd'hui. Et de la coopérative qu'évoquait Françoise tout à l'heure, c'était l'idée d'avoir une sorte de commission nationale du débat public, mais beaucoup plus ambitieuse à l'échelle d'une région, parce qu'on manque cruellement d'outils démocratiques institués pour faire bouger des lignes sur des sujets comme celui-là. Et enfin, l'autre proposition que nous formulons, c'est de créer un fonds de contre-expertise citoyenne pour permettre aux citoyens de se saisir de sujets, de commander des études pour contester aussi justement une certaine parole experte qui s'impose à toutes et à tous. Et voilà, et donc ça, c'est des voies à explorer qui sont, à mon sens, qui vont dans le sens de ce qui a été dit et qui sont dans cette recherche de rééquilibrage d'un rapport de force aujourd'hui extrêmement déséquilibré. Merci Charles. Je dois vous quitter malheureusement, c'est pourtant passionnant. Et puis merci pour les interventions là, qui ont déjà eu lieu. Elles nous bousculent et ça va dans le bon sens. Merci beaucoup. Merci Charles, bonne soirée. Alors, oui, on peut enchaîner donc sur l'interview d'Alain. Donc, je vous laisse lancer. Donc, Alain Roulet, maire de Moriez. Alors l'eau, ben oui, c'est un sujet au niveau de la production, au niveau de la distribution dans les communes, mais après c'est un sujet dans chaque commune, parce que donc la plupart des réseaux datent d'avant-guerre. Exemple, Moriez, c'est 1937. Ça représente des budgets considérables. C'est vrai que certains élus disent que l'eau, ça va être le premier impôt dans quelques années, mais effectivement, on peut se poser la question. Parce que la production, la distribution, la mise aux normes, la remise en état, je dirais, des réseaux, et puis après toute la maintenance qu'il y a avec, ça va augmenter le tarif de l'eau de façon énorme. Alors, on est déjà... par rapport à 10 ans en arrière, on est à quoi, 2 € de plus pratiquement. Hein, on est pratiquement à 2 € et ça va grimper. Maintenant, quand on crée des nouveaux quartiers, par exemple, on fait des nus. On n'en faisait pas. On n'en faisait pas avant. Tout allait dans les rigoles, tout à l'égout, enfin, et puis hop, ça partait directement. Maintenant, on fait des nus. Donc, ça veut dire que c'est quand même, je veux dire, filtré avant que ça arrive dans les nappes. C'est des évolutions qui se font petit à petit. Nous, on va aménager les trottoirs là, des 2 rues auxquelles on a fait des travaux. Une partie, je dirais peut-être à peu près 50%, ça sera végétalisé. Voilà le témoignage d'Alain Roulet sur l'assainissement. Donc là, on rejoint aussi la question des tuyaux, mais aussi certainement des nouvelles techniques à venir. Hein. Enfin, c'est-à-dire, est-ce que il faut à tout prix refaire et refaire des tuyaux, ou est-ce qu'il y a des choses aussi qu'on peut porter? Peut-être François, toi, tu peux en parler, François. Oui, en 2 mots, c'est pas des nouvelles techniques, c'est même des techniques très anciennes. C'est laisser infiltrer l'eau, donc ne pas l'imperméabiliser et gérer l'eau à ciel ouvert, tout simplement. Ça nous est arrivé dans le cas de... Bon, je suis urbaniste et paysagiste, donc dans le cas d'un projet professionnel
avec Jean-François d'ailleurs, on a créé un quartier sous la forme d'une zone d'aménagement concerté dans le Loir-et-Cher. Et le fait de gérer l'eau à ciel ouvert avec un maximum d'infiltration a conduit évidemment à moins dépenser, à pas dépenser pour les tuyaux et à moins dépenser pour le revêtement des espaces publics, donc à avoir un coût qui a été, au global, on avait un coût d'aménagement de l'ordre de 650 000 euros, avec des formules tuyaux et sol imperméable, on aurait été au moins à 750 000, 800 000 euros. Donc c'est un gain total et une qualité d'espace public qui est complètement différent. Donc ce qui est de l'ordre du technique, a priori, joue aussi sur la qualité de vie et sur l'organisation du quartier. Donc c'est tout bénéfice, quoi. Merci François. Jean-François, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Donc voilà. Non, pardon, c'est parce que je n'avais pas réactivé, mais au-delà de l'aspect économique et technique et environnemental, évidemment, c'est aussi une manière de redonner de la vie dans les espaces que l'on aménage et que l'on crée, parce que quand on voit le cycle de l'eau se réaliser, l'eau couler, dans les noues, il y a aussi des plantations. Et donc, c'est aussi porteur de végétaux qui suivent le cycle des saisons. Donc, c'est aussi des espaces qui changent au gré des précipitations, au gré des saisons. Et c'est rendre visible aussi un certain nombre de phénomènes finalement physiques qu'on a eu tendance toujours à rejeter, justement, et à enterrer. Donc, je pense que ça, c'est pas simplement une contrainte ici. Il faut faire avec, mais on peut faire aussi du beau, du poétique et de l'intelligent avec. Merci Jean-François. J'ai vu une réaction là dans Ordi, mais derrière Ordi, c'est Gérard Leray qui se cache avec cher Marc. Quel plaisir de te retrouver 10 ans après nos aventures dans le 28. Voilà, on peut faire un tout petit peu d'histoire, monsieur le professeur d'histoire, en racontant en deux mots peut-être la question d'Au Secours 28 et peut-être des projets qu'on s'était donnés, qu'on n'a pas abouti. Enfin voilà, on s'est dit peut-être à d'autres moments, peut-être faire plus tard des class actions. Voilà. Gérard, à toi. Bonsoir à toutes et tous. Salut Marc, salut tout le monde. Effectivement, plein de nostalgie ce soir. Alors, je ne vais pas faire trop dans la nostalgie, mais en 2000, 2008, 2009, 2010, une association s'était construite. C'était à l'époque où EELV avait le vent en poupe, au moment des élections européennes. C'était Cohn-Bendit, etc. Et au plan local, il y avait vraiment une dynamique. Et on avait cherché à créer une structure associative qui mettrait le pied à l'étrier des citoyens de notre département pour leur montrer qu'il y avait un véritable problème sur les pollutions des eaux de surface, des eaux souterraines. Et donc, c'est ainsi que dans ce contexte d'un département productiviste à outrance en agriculture, qui polluait également à outrance, nous avons créé Au Secours 28, point d'exclamation. Et puis, Marc Lémé est arrivé avec un ami commun aujourd'hui décédé, Cyril Dehaye, qui fut une grande cheville ouvrière. Je me souviens que Cyril Dehaye fut le premier à interviewer Alain Roulet, notamment le maire de Moriez. Et puis voilà, Marc Lémé, Cyril Dehaye, toi, Estelle, moi, et puis quelques autres, nous nous sommes lancés dans une série de débats dans différents lieux du département de l'Eure-et-Loire. Il y a eu un débat à Champfol, à côté de Chartres. Il y a eu un débat à Châteauneuf-en-Thymerais, dans le nord du département. Il y a eu surtout, et c'était un débat homérique, à Châtillon-le-Dunois, dans le fief de l'actuel président du conseil départemental, Thérouinard. Quelle séance, quel cinéma de la part des agriculteurs, de la FDSEA et puis de Thérouinard lui-même. On était vraiment en zone
en zone hostile. Et puis, bon, on a tenu quand même pratiquement 2 ans. Hein. On a tenu 2 ans. Nous avons été très, très performants dans la qualité de nos débats. On a créé effectivement un trouble, je pense, une prise de conscience. Mais finalement, il a bien fallu, après un dernier débat à la Sausset, au lycée agricole de la Sausset, un débat de synthèse. Et ce soir-là, comme par hasard, il y avait des adultes, mais aucun élève n'était présent. Et ça, c'était un signe que nous étions vraiment, nous étions les indésirables. Et donc, on s'est épuisé face à une montagne, une sorte d'Everest. Mais même si on a perdu une bataille, je crois qu'on n'a complètement pas perdu la guerre. Il faut surtout pas se désespérer, parce qu'on l'a vu 10 ans après, hein, on a vieilli de 10 ans, une décennie après, les lignes commencent quand même à bouger. Le monde agricole productiviste commence à se rendre compte. Le discours d'il y a 10 ans, nous sommes là pour nourrir la planète, qui nous faisait rigoler intérieurement, je pense qu'ils n'y croient plus eux-mêmes. Et il ne faut pas lâcher. Voilà ce que je voulais dire. Merci, merci Gérard. Donc ça, c'était effectivement un combat, enfin aussi sur fond tout simplement du captage d'alimentation de l'agglomération de Chartres qui se retrouvait du jour au lendemain, hein, quasiment coupé, pollué, parce que pollué, et avec un raccordement sauvage sur un autre captage. Et enfin, tout simplement, en fait, à Chartres, on a failli, à cette période-là, être privé d'eau. Enfin, voilà, c'est quand même des choses extrêmement, finalement, violentes, hein, qui ont pu se passer ici. Alors, peut-être revenir alors sur la question des agriculteurs. On passera tout à l'heure des passages de l'interview de Fabrice Chaboche, qui est, lui, très intéressé aux questions de l'eau et qui était le premier adjoint, qui est le premier adjoint d'Alain Roulet. Peut-être reprendre quelques questions. Philippe, tu avais des questions voilà, dans le débat. Philippe Rabier. Oui, alors il y a François qui m'a répondu dans le chat, c'est très gentil à lui. C'était par rapport, enfin, moi quand j'ai découvert que lors des grandes pluies notamment se déversaient dans la Loire toutes les eaux de ruissellement avec les mégots, etc., voire les eaux usées, parce que faute de chambres à sable pour traiter ces eaux usées, bon voilà, je m'interrogeais et je m'interroge toujours sur qui est le vrai gendarme et comment fait-on pour laisser faire encore cela et ne pas obliger les communes responsables à faire les travaux nécessaires. Voilà. Alors, il y a une réponse technique qui a été amenée par François et Marc, peut-être pour la question, qui est le gendarme de l'eau? Non, c'est peut-être profiter de cette intervention, un peu dans le droit fil de ce que j'évoquais avant, ce dont il faut prendre la mesure aujourd'hui. Le débat autour du prix de l'eau s'est focalisé historiquement sur le petit cycle, l'eau et l'assainissement. Bon. Mais aujourd'hui, on ne doit plus, confronté à tous ces problèmes, se limiter à appréhender la question du prix à travers la facture d'eau. Aujourd'hui, d'ores et déjà, et c'est en lien avec la question précédente, chaque année, la mauvaise gestion des eaux pluviales, qualifiées d'urbaines, mais ça vaut encore à la campagne, représente désormais 2,5 milliards d'euros par an, ce qui est davantage comme montant que le montant des redevances perçues par les agences de l'eau. Donc, sur votre facture, on vous prélève les redevances des agences de l'eau, qui seront ensuite redistribuées à ce qu'on appelle les acteurs de l'eau, donc les agriculteurs pour faire des bassines, l'industriel pour créer sa petite station d'épuration. On se fait avoir sur toute la ligne. Donc, les redevances perçues sur votre facture, les redevances perçues sur votre facture, 2,5 milliards d'euros pour le pluvial dans le budget général des collectivités locales, et désormais, au nom d'une nouvelle compétence qui s'appelle la compétence GEMAPI, de gestion des milieux aquatiques et de lutte contre les inondations, 17 millions de Français se voient désormais prélever jusqu'à un plafond de 40 € par personne présente au foyer et par an pour cette nouvelle compétence. Et on pourrait encore en ajouter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mécanique financière
de l'eau extrêmement complexe mérite aussi d'être étudié plus avant et pas seulement se limiter à votre facture d'eau. La facture d'eau, ce n'est qu'une partie de ce qu'on paye en réalité aujourd'hui. Et en matière de gestion des eaux pluviales, j'ai pas mal travaillé là-dessus. Pour le fun, il y a 2 ou 3 ans, un groupe de hauts fonctionnaires tout à fait qualifiés, etc., travaille pendant 2 ou 3 ans sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la gestion des eaux pluviales. Bon. Le rapport est rendu, j'en suis informé, et le rapport est mis au placard par le ministère pendant 18 mois. Il a fallu que je somme le ministère de me le donner, ce qu'ils n'ont pas fait, que je saisisse la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, et j'ai sorti sur mon blog le rapport qui était au placard au ministère depuis 18 mois. Donc c'est vous dire, on est face à un monde qui a ses propres règles, ses propres normes, qui se contrefiche éperdument de nous ce qu'on attend, de ce que les citoyens attendent. Et c'est un peu, je prends cet exemple si vous voulez, je vous disais tout à l'heure, l'accès à l'information est absolument primordial. Ben, il faut aussi se former pour savoir comment demander des documents, comment saisir la CADA, les formules à utiliser, etc. Et pour moi, tout ça, ça fait partie d'un nouveau package, si j'ose dire, qu'on doit absolument porter sur les fonds baptismaux beaucoup plus fortement que ça a été fait jusqu'ici, si on veut avoir une chance de faire évoluer les choses favorablement. Micro. Lila, tu voulais parler? Oui, je voulais répondre un peu à cette question que c'est la mairie qui est censée être le gendarme. Peut-être y ajouter l'expérience, je pense qu'on a peut-être plusieurs, nous sommes élus dans des petites communes, c'est que la mairie est censée être le gendarme. Maintenant, la mairie, c'est un banc de bénévoles qui essayent de se former à tout ce qui est la gestion de mairie. Dans le meilleur des cas, il y a un secrétaire à temps partiel ou à temps plein qui comprend au moins les trucs administratifs de base. Mais sinon, c'est ce banc de bénévoles qui doit récupérer l'argent pour le développement de la commune, qui doit faire fonctionner, qui doit faire énormément de choses. Et qui n'a pas du tout la formation et les connaissances sur l'eau, qui n'est pas en plus au centre des questions de développement économique, qui est très rarement au centre des questions que les habitants se posent. Et la mairie est censée être le gendarme, mais elle n'a pas l'énergie et les connaissances de le faire. En tout cas, dans le cas des petites mairies, n'a souvent pas, avec des bonnes exceptions, avec quelques exceptions, donc le témoignage du maire de Maurice était intéressant. Il y a quand même certaines communes qui arrivent à se former, mais c'est très difficile parce qu'il y a la connaissance manque et parce que ils ont créé un sujet ultra complexe où on a du très mal à répondre à des questions aussi simples que qui est-ce qui fait les forages, qui est-ce qui exploite les forages, qui est-ce qui fait acheminer l'eau, qui est-ce qui protège l'eau. Ça, en fait, ce n'est pas des réponses simples à ces questions. En matière de police de l'eau, on a un paysage extrêmement éclaté, morcelé. La police de l'eau, en fait, est exercée dans ses différentes composantes par les services déconcentrés de l'État, parce qu'ils s'appellent aujourd'hui les DDTM, les directions départementales territoriales, par les DREAL au niveau régional, par l'Office français de la biodiversité, par les collectivités locales, par d'autres services spécialisés. Donc c'est toute une carte et une géographie où selon la compétence précise qui est concernée, c'est tel ou tel service qui va intervenir. Donc il n'y a pas un service unique. Il faut d'abord identifier le problème, de qui il relève, et ensuite s'adresser à ces instances. La mise également, je vois sur le chat, c'est encore la mise, c'est la mission mission, ça y est, j'oublie l'acronyme, il y en a tellement, mais c'est le regroupement un peu de tous les services de l'État. Interservices. Voilà. Micro, Estelle. Magali, tu disais pourquoi on accepte de laisser fuiter. Je te laisse peut-être la parole, Magali.
volontairement l'eau potable pour diminuer les toxicités. Ouais. Bonsoir tout le monde. Alors oui, c'est une question parce que alors, je prends un cas particulier, pas citer de nom, mais dans une mairie, enfin dans une ville, dans le Gâtinais Montargois, on a encore, et on a aussi ce cas-là dans d'autres collectivités, d'anciennes canalisations en PVC, sauf que comme les anciennes, elles squament dans le réseau d'eau potable, on a ce qu'on appelle le chlorure de vinyle monomère qui est cancérigène, toxique. Bon, et quand les taux sont trop importants, plutôt que de changer la canalisation, dans certains cas, ils ont décidé en fait juste de laisser fuiter volontairement. Donc il y a une déperdition d'eau potable dans la nature pour éviter justement d'empoisonner les gens. Et c'est légal, quoi. Il n'y a pas de souci. Et c'est un peu désolant, comme on voit que la ressource en eau est précieuse, d'assister à cela. Merci pour cette précision. Donc, on voit que le sujet est extrêmement complexe, d'où aussi les propositions là, faites par François et Jean-François tout à l'heure. Enfin, voilà, votre expérience, qui certainement, c'est des choses qui sont apportées beaucoup plus loin quand il faudra refaire les réseaux, enfin, voilà, que ça puisse faire école. Alors, en parlant justement des pollutions, peut-être, bien sûr, nous, la pollution agricole, hein, on ne peut pas la passer sous silence, évidemment, mais ce qu'on va vous faire entendre, c'est donc le témoignage de Fabrice Chaboch, qui est premier adjoint et agriculteur. Il a participé d'ailleurs voilà, volontairement, je ne sais pas si vous l'avez vu, au documentaire qui est passé il y a peut-être un mois de ça, La Beauce et le glyphosate, ou le glyphosate et la Beauce, quelque chose comme ça. La journaliste qui a réalisé ce reportage étant d'ailleurs sa voisine directe. Donc voilà, il essaye de faire des choses, donc on va vous faire écouter son témoignage. Il nous manque le son. Je ne sais pas si vous avez le son, moi je n'ai pas le son. Désolée, je vais remettre avec du son. Oui, ok, merci. Un captage qui était sur le territoire, qui a été défini comme Grenelle. Donc ça, c'est le basculement, en fait. Hein. Oui, captage prioritaire, Grenelle, qui a fait que ça a accéléré quand même le mouvement et surtout l'inquiétude, d'où ce travail d'interconnexion, donc qui est la sécurisation de toute l'alimentation non potable. Mais ce n'est pas suffisant, et ça, c'est on va dire, du curatif. Et l'autre volet, c'est le préventif, initié par le conseil départemental qui s'est retiré, et ensuite, maître d'œuvre, c'était la communauté de communes. Et c'est là qu'on a défini, non sans mal, des périmètres, des zones d'alimentation en eau potable. Et ça a été un rude combat, parce qu'il fallait définir la zone, d'où venait l'eau qui polluait les puits, enfin tout ça c'était compliqué. Et le puits qui allait alimenter toute la communauté de communes, c'est donc le captage Grenelle, il était extrêmement dépendant en fait d'une zone assez importante. Moi je vous assure que sur le terrain, des évolutions de mentalité, il y en a eu beaucoup. Le travail qu'on fait, c'est sur les PSE, les paiements pour services environnementaux. Donc, c'est des dossiers qu'on dépose avec des financements justement de l'Agence de l'eau, mais portés par les collectivités. Donc, c'est là où on s'est associé avec Châteaudun. Et donc, nous, dans les PSE, c'est les agriculteurs qui l'ont construit. Donc, des agriculteurs volontaires. On a sur le secteur quand même des gens… Oui, il y en a qui sont volontaires. Ah oui. Non, mais déjà pour le construire. Voilà. Oui. Avec Châteaudun, on était une vingtaine d'agriculteurs autour de la table pour travailler sur
sur les différents points, voilà, pesticides. Voilà. Donc, sur l'aspect couvert, donc on a institué qu'il fallait justement des couverts ou permanents ou juste en interculture avec plus d'espèces que la réglementation. Donc, en fait, à chaque fois, toujours aller au-delà. Et donc, ce matin, j'entendais, mais c'est quand même aberrant de demander des dérogations. Ce n'est pas le sens de notre PSE. Notre PSE, il est vraiment quelque chose de très volontaire. Il faut dire, voilà, bah oui, il y a des années, ça ne lèvera pas, mais il faut quand même le semer parce que moi, vous voyez, j'en ai semé au mois d'août l'année dernière, en multi-espèces, de réglementation. Et puis, ça a levé sans doute que début septembre. Et j'ai fait 2 tonnes de matière sèche quand même en poussant au maximum jusqu'au mois de janvier. Voilà. Donc nous parlait Fabrice Chaboche d'une vingtaine d'agriculteurs qui travaillent sur le sujet. Alors voilà, il dit que c'est difficile. Alors, parce qu'on est sur un secteur qui n'est pas qui est vraiment sur un secteur très productiviste. On est sur le blé orge colza, on est en plein dans cette zone. Mais pour autant, ils n'ont plus le choix. À Bonneval, c'est une région où ils n'ont absolument plus le choix. Ils sont là au pied du mur. Alors, c'est peut-être au pied du mur qu'il se passe des choses, semblerait-il. Mais donc voilà. Et ce que tu disais, Charles, Marc, c'est alors là, on l'a pas dans l'interview, mais il disait aussi que c'est dans son rôle d'élu, il s'est intéressé à la question de l'eau, il s'est formé du coup. Déjà, il a fait le constat, et il a eu les éléments du constat, il a eu accès à tout ça, ce à quoi il n'avait pas réellement accès. Et d'ailleurs, c'est une grande question. Comment est-ce qu'on a accès, nous tous, à ces informations, grand public, directement chez nous, et qu'après, il s'est formé en tant qu'élu, et maintenant, il a pris le rôle d'animer pour trouver des solutions. Mais donc, c'est quelqu'un qui a bougé, on sent qu'il est très… il porte beaucoup, d'ailleurs, son propos. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de dire qu'il y a, alors 20, c'est pas beaucoup, 20 agriculteurs, mais sur cette zone-là, n'empêche que c'est regardé, entre autres, nous ici, par la préfecture. Il faut savoir que sur les autres Grenelle 2, c'est-à-dire là où les problématiques sont les plus importantes, eh bien, les solutions se mettent en place très, 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 extrêmement difficilement. Et pourtant, on a eu une préfète extrêmement volontariste en la matière, qui a essayé de réunir, y compris, par exemple, je sais pas, nos minotiers, pour que tout le monde, parce que la question du stockage pose question, les coopératives, les agriculteurs, enfin bon, etc. Mais avec des travaux extrêmement lents, mais peut-être lents, mais en tout cas en cours. Peut-être que c'est là l'ouverture, pour rejoindre ce que disait Gérard tout à l'heure. Peut-être que les choses commencent un peu à s'imposer, mais certainement pas suffisamment rapidement par rapport à l'ampleur de l'enjeu. Marc, sur les PSE, c'est quelques… Alors, la question des paiements pour services environnementaux, il y a différents types de PSE. C'est un débat très compliqué parce qu'en fait, on va rémunérer quoi? On va donner quoi à qui pour faire quoi? Il y a quand même la fraction dure du modèle agricole qui revendique avec beaucoup de mauvaise foi. On ne veut plus d'aide, on veut vivre de notre travail. Et il faut vendre plus cher, c'est la grande distribution qui nous étrangle, etc. Et il y a des débats, alors là, scientifiques très pointus. Comment mettre en place ce type de mesure? Quelle est la séquence temporelle sur laquelle il faut investir? C'est toujours très long. Et avec, c'est ça aussi le drame, des problématiques utilisées par des mauvais joueurs, que ça introduit des distorsions de concurrence. Donc c'est un débat qui dure au niveau européen depuis maintenant 15 ou 20 ans
qui n'est pas totalement réglé et on a beaucoup de mal à faire coïncider plusieurs lignes directrices au niveau européen, à savoir la défense de l'environnement, au travers notamment de l'accompagnement financier des agriculteurs, sans pour autant enfreindre les règles de la concurrence. Donc c'est un débat toujours en cours et il y a eu des recours, il y a des tribunaux qui ont arbitré différemment, donc c'est un dossier très complexe, mais qu'il faut regarder de près parce que ça passera inévitablement par ce type de procédure par l'avenir. Merci, merci Marc. Magali, peut-être je vais peut-être aussi me faire la porte-parole de Jean-Christophe Cicéron, donc de l'association des comités d'usagers de l'agglomération montargoise, qui ne pouvait pas être là ce soir, qui nous a délivré tout un écrit assez important sur son expérience qui était, que moi j'ai trouvé assez intéressante, entre autres, parce qu'il évoque aussi la question de l'ARS et du rôle de l'ARS qui n'est pas des moindres. Enfin, on l'attend là, en ce qui concerne en tout cas la question de la qualité, mais voire aussi de la quantité. Et la raison pour laquelle aussi l'association des comités d'usagers s'est montée et ce à quoi elle peut servir. Donc, Jean-Christophe Cicéron faisait le constat que dans les relevés d'eau, dans les relevés, les pesticides étaient vraiment à des hauteurs qui n'étaient pas normales. Et il a travaillé avec un certain nombre d'autres citoyens sur cette question-là, c'est ça Magali? Et il a interpellé l'ARS, entre autres, sur cette question d'information qui, lui, n'était pas évident. Comment est-ce qu'on est informé que cette eau-là n'est pas consommable ou alors tout juste consommable, et qu'est-ce qui est fait? Donc l'ARS n'a pas bien pris d'être interpellé sur le sujet. Magali, tu veux… Alors, je connais moins parce qu'en fait, du coup, c'est vrai que sur l'agglomération, les usagers de l'eau de l'agglomération d'Argoise et Rive-du-Loing. Donc c'est sur l'agglo et c'est un collectif de citoyens lambda qui s'est formé, donc qui a dû s'acculturer, essayer de comprendre ce que c'était que tous ces relevés, où est-ce qu'on a la bonne info, où est-ce qu'on va chercher et tout et tout. Et c'est vrai que les relevés de l'ARS, quand on ne sait pas qu'ils existent, ou en tout cas, on n'a pas le réflexe premier d'aller voir. Et souvent, en fait, c'est à titre informatif et il n'y a aucune action derrière, en fait. On fait « Ah bah oui, il y a beaucoup de pesticides. » Oui, mais on n'a pas l'info, nous, en tant que citoyens. « Ah bah oui, il y a trop de toxicité de tel élément. » Et en fait, il y a une coupure au niveau de la communication et l'ARS va pas jusqu'au bout de l'information en essayant de dire « Oui, mais ça, c'est de l'affichage obligatoire, allez-y. » Enfin, oui, Marc. Deux précisions là-dessus. Qu'est-ce qui se cache derrière l'ARS? On continue tous à penser que l'ARS est donc un service public dépendant de l'État qui a remplacé les anciennes DAS, mais pas du tout. L'ARS fait procéder chaque année à plusieurs dizaines de millions d'analyses de la qualité des eaux. Ce n'est pas l'ARS qui les fait. Il y a 2 multinationales françaises qui ont le monopole de l'analyse de la qualité de l'eau en France, qui s'appelle Eurofin, qui fait fortune en ce moment avec des tests de Covid, et qui s'appelle Carso. Ces 2 multinationales ont mis la main sur toutes les analyses de la qualité de l'eau en France. Et alors, pour l'anecdote, enfin pas pour l'anecdote, par ailleurs, il faut savoir aussi que l'encadrement réglementaire de dépassement des normes autorise les préfets, qui le font très souvent, à signer 3 fois 3 ans de dérogation quand le constat est fait qu'il y a un dépassement des normes de pesticides.
Donc, on peut pendant 9 ans attendre que ça se passe. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est au niveau de la qualité des eaux dégradées, soit on fait de l'interconnexion, comme on l'a fait dans l'Eure-et-Loir et comme ailleurs, c'est-à-dire on considère que tel captage est mort. On ferme encore des centaines de captages en France chaque année. Et en fait, c'est une forme de fuite en avant. On ferme tel captage et on va faire des kilomètres de tuyaux pour aller chercher un peu plus loin de l'eau qui est un peu moins dégradée. Donc ça, c'est la réalité du fonctionnement de nos institutions. D'une part, des dérogations de 3 ans par le préfet. Par ailleurs, et c'était peut-être le plus important, mais vous l'aurez déjà compris, comme Carso et Eurofins sont en situation de monopole, ils vont évidemment tout faire pour lisser les comptes rendus chiffrés qu'ils font et pour rendre tout ça à peu près acceptable le plus longtemps possible. Donc là, on a aussi une question de maîtrise de ces politiques publiques. Et en la matière, sur ce point précis, c'est tout à fait insatisfaisant. Puis, est-ce que je peux faire une intervention à partir de l'expérience qu'on a dans le Chinonais? Françoise, et ensuite Oui. Lila. Oui, vas-y, Françoise. Merci beaucoup. Donc, la source d'information que nous avons, nous, c'est effectivement l'ARS, hein, concernant la pollution de l'eau potable. C'est là que nous avons vu qu'il y avait, à travers toutes les analyses, un certain nombre d'analyses en 2020, des dépassements de limites autorisées. Hein, je rappelle, pour les nitrates, c'est 50 mg par litre. Effectivement, alors, lorsque les 50 mg sont dépassés, l'ARS, dans ses observations concernant les nitrates, demande à ce que la population soit informée que l'eau est déconseillée dans sa consommation pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 mois. Il revient aux gestionnaires de l'eau, me semble-t-il, de faire cette information. Chez nous, le gestionnaire ne l'a pas fait. En l'occurrence, c'était l'établissement public, hein, la communauté de communes, en fait, hein, qui est maintenant gestionnaire, qui, à 7 reprises successives, malgré les observations de l'ARS, ne l'a pas fait. Le PCI est en train de demander, comme Marc Lémé le disait, est en train de demander une autorisation de dépassement. Mais si j'ai bien compris le dossier qui est en cours, c'est que l'autorisation n'est donnée qu'à condition que le PCI, le gestionnaire de l'eau, amène la preuve qu'il y a effectivement tout un travail d'assainissement d'ouvrage, d'assainissement de l'eau qui est projeté, mais la dérogation est donnée, mais il y a toujours nécessité de prévenir la population dès qu'il y a dépassement des 50 mg. Donc, nous, on est dans ce moment de bascule. De toute façon, les nitrates vont rester très hauts. Chez nous, on est maintenant sur des dépassements structurels, on va dire. Donc, on va voir si le PCI donne cette information dès le prochain dépassement. Et c'est là qu'en tant que citoyen, on va être actif, si vous voulez, même si la dérogation à 65 mg qui est demandée est accordée. Merci Françoise. Lila? Alors moi, j'ai regardé cet échange de l'agglomération montageoise avec l'ARS et j'ai eu un échange similaire. Et on ne connaît pas la politique de communication de l'ARS, mais on arrive plus ou moins à comprendre comment ça fonctionne à force d'avoir des réponses. Donc, dans le cas des 50 mg de nitrate, il faut savoir que si un bébé de moins de 6 mois boit régulièrement cette eau, va s'étouffer, ou assez vite, en fait. Donc, c'est pas pour rien que là, c'est la même histoire avec les femmes enceintes où le fœtus va s'étouffer. Donc, c'est pas pour rien que là, l'ARS réagit assez clairement parce qu'il y a un risque de santé à court terme. Alors que dans le cas où qui est l'échange de Jean-Christophe Lameux et moi aussi dans ma commune, c'est qu'il y avait un dépassement d'un pesticide où le dépassement va plutôt faire des effets à long terme. Et là, dans ce cas, l'ARS ne jugeait pas qu'envoyer une information à chaque citoyen était nécessaire, surtout si après quelques mois plus tard, comme ils ont refait des analyses, c'était déjà passé. En fait, ils ne jugeaient pas que ça c'est nécessaire alors que c'était aussi un dépassement.
Donc, en fait, ce n'est pas une politique, on ne peut pas dire que c'est la politique de l'ARES parce qu'ils ne le disent pas, mais à force de lire les exemples, on a l'impression qu'ils agissent quand c'est vraiment une liste de santé à court terme parce qu'ils savent que ça ne marche pas. Mais par contre, quand c'est des risques à long terme, on laisse les gens prendre des risques. Et c'est d'ailleurs le cas avec les nitrates qui sont juste au-dessous de 50. Il y a beaucoup de communes en Eure-et-Loire où on est juste au-dessus de 50, qui n'est pas néfaste à court terme, mais à très long terme, ça augmente le risque de plusieurs types de cancers. Merci Lila. Donc, ce que racontait du coup Jean-Christophe Ciceron, il disait que, alors, il y a un article du Code de la santé publique qui oblige à faire théoriquement cette information auprès de tout le monde, mais qui bizarrement a disparu justement des relevés. Mais bon, voilà, alors qu'avant, il venait automatiquement. Il était mis automatiquement et ce que racontait aussi Jean-Christophe, c'est que cette expertise citoyenne, finalement, les citoyens, vous qui avez travaillé dessus, vous êtes devenus experts. Enfin, vous avez acquis une expertise pour discuter en direct avec le délégataire. Et ça n'a pas été une mince affaire puisque le délégataire, effectivement, a été au bout d'un moment interpellé, a dit bah oui, mais ça coûte très cher, il faut changer les charbons, enfin déjà pour faire du curatif. Bon, voilà, il a traîné pour finir par changer les charbons actifs, je crois que c'est ça. Et enfin voilà, il y a eu quand même un bras de fer qui s'est mis en place. Mais maintenant, l'association participe justement sur le côté consultatif, au même titre que des organismes environnementaux, à la commission consultative justement sur les questions d'eau. Et celles-ci, je voulais du coup en parler parce qu'elles sont importantes, puisque finalement, c'est un de nos accès que l'on connaît peu. Alors, on y trouve de temps en temps les organismes de consommateurs, par exemple, mais pas forcément des associations citoyennes. Chez nous, on va trouver Eure-et-Loire Nature qui y participe, mais on peut aussi se constituer en association pour y participer. Et là, on a quand même accès à un certain nombre d'informations, mine de rien, puisque les techniciens sont aussi là. Les élus sont là ou les délégataires sont là. Et au bout d'un moment, c'est ce que disait Jean-Christophe, malgré tout, il y a comme un dialogue malgré tout qui se met petit à petit en place, même très difficilement. Mais c'est bien sous la pression finalement de sortir de cet entre-soi dont tu parlais, Marc, tout à l'heure, qui permet, bon an, mal an, quand même, d'aller vers des ébauches de solutions. Donc voilà, c'est ce que voulait témoigner Jean-Christophe Ciceron. Sur la participation citoyenne, oui, Magali. Juste pour dire en fait ce qui les avait alertés à l'époque, pourquoi ils sont mis en fédérés en collectif, c'est que le prix, c'est Suez qui était le délégataire de service public, le prix était assez élevé et pour un service rendu qui n'était pas satisfaisant parce qu'au goût, l'eau, elle avait un goût un peu assez médiocre. L'ARS, avec les analyses, avec les résidus de pesticides qui avaient été trouvés, c'était tout juste passable. Donc tout ceci a fait que des citoyens se sont réunis, rassemblés pour interpeller et participer du coup au choix de l'eau. Enfin, ça a été une des motivations qui les a réunis. Voilà. Ok, on arrive petit à petit vers la fin. Est-ce que vous avez voilà, d'autres choses à dire, d'autres questions, ça fait déjà, je crois, 1 heure. Bah oui, ça fait déjà 1 heure 3 quarts que nous sommes ensemble.
va peut-être arriver tranquillement sur des éléments de conclusion, peut-être reprendre ce qu'on a pu se dire là. Cécile, est-ce que tu veux nous... Marc, on te laissera le mot de la fin, si tu veux bien. Ok. Cécile? Non. Si. Attends. Oui, je pense que Marc nous a apporté beaucoup d'éclairage et c'est passionnant parce qu'il est dans la lignée de Charles tout à l'heure sur l'éducation populaire et je crois qu'effectivement, tout ce qu'il nous a apporté contribue à mieux nous faire comprendre. Moi, j'avais envie, mais c'est juste la conclusion parce que en fait, tous les éléments, les briques qu'on a posées là ensemble, sur les nous, sur ce que nous ont expliqué Jean-François, ce que nous a expliqué Magali, ça nous permet de poser des briques de compréhension. Je crois qu'effectivement, j'ai envie juste de citer, pour introduire sa conclusion à lui, le début du livre de Marc qui disait « En me jetant à l'eau, je voulais comprendre. Sans eau, pas de vie. Elle a toujours été là, aussi loin que je me souvienne. » Et je trouve que si on se lance là-dedans, effectivement, et il a su en faire encore ce soir un sujet passionnant, et à travers tous les éléments que vous avez, les questions qui ont été posées, les expériences que vous avez rapportées, je trouve qu'on est en train de construire réellement quelque chose qui pourrait apporter une coopérative régionale, ou en tout cas une coopérative départementale de construction de savoir et d'éducation populaire. Donc voilà. C'était un peu le résumé de toutes les briques et de toutes les conversations que j'ai vues, parce que finalement, chacun répondait à la question d'un autre, ce qui était intéressant. Voilà, Marc, je te laisse la parole. Merci beaucoup pour ces éloges. Je vais rougir là. Bon, moi, j'étais ravi de vous retrouver après cette parenthèse de 10 ans. Ravi de voir que vous vous mobilisez peut-être dans un autre cadre aujourd'hui, dans tout ce que nous avons fait n'a pas été perdu. Et je vous assure que votre mobilisation, votre réflexion aujourd'hui, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des centaines de collectifs en France qui ont la même, qui sont engagés dans la même dynamique. Et je pense que, même si l'histoire ne repasse pas les plats, on est à l'aube d'une ère nouvelle. Et plus disons, les citoyens vont se mobiliser, vont s'informer, vont inventer des nouveaux outils. Peut-être l'enjeu, peut-être le plus important, me semble-t-il, c'est vraiment de faire appel à notre capacité d'invention, de sortir des cadres anciens, mais même les nôtres en tant que militants, et de vraiment se prendre la tête pour d'inventer de nouvelles démarches, de nouvelles dynamiques, des nouvelles façons de construire quelque chose en commun. Et en tout cas, ce sont les vœux que je vous adresse et je suis toujours à votre disposition. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup Marc. Eh bien, au revoir à tout le monde. Voilà, vous avez passé Au revoir, merci. Qui pour moi passé vite. Au revoir. L'enregistrement sera sur la page Facebook. Ok. D'accord. Et sur le site de Eure-et-Loir Écologie. Et dans le chat, vous pouvez retrouver des éléments sur le blog de Marc. J'ai mis l'adresse du blog. Voilà. Bye bye. Bye. Merci. Allez, au revoir tout le monde. Salut.